À votre écoute, passion, partage, bonheur, vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Et puis d'entrée, merci la vie. D'autant plus qu'aujourd'hui il fait beau. Il fait aussi beau dans le regard de deux personnes que j'ai à mes côtés, des gens que je ne connais pas. Je remercie un ami, Jacques Maire, de m'avoir proposé de rencontrer ces gens parce que je pressens qu'il va se passer des choses intéressantes. Donc, je vais vous laisser vous présenter. On a dit qu'on se tutoyait, on l'a déjà fait tout à l'heure d'ailleurs, oui. C'est parfait. Alors, un nom ? Christina Delay. Christina Delay, tu as dit d'entrée que tu avais peut-être moins de choses à dire que la personne qui est avec nous. C'est pas grave, on verra par la suite. Merci Christina d'être là. Et Céline Tommy, bonjour à toutes, bonjour à tous. Céline, c'est donc avec toi qu'on a pris ce contact au début. Et puis, il s'agit d'un thème, même s'il y a du soleil, mais un petit peu d'ombre, puisqu'on va parler aujourd'hui d'une association, et puis aussi d'une personnalité, parce que c'est une personnalité aujourd'hui reconnue, qui, elle, a subi et continue à subir des sévices assez conséquents. Tout à fait. Donc on va regarder déjà ce que fait cette association, si une de vous deux veut bien me donner des bases pour savoir de quoi on parle. Alors j'ai consulté un peu, mais dans cette émission, on garde la spontanéité, c'est-à-dire j'en regarde le moins possible, et surtout je me réjouis qu'on fasse connaissance. Qui veut me parler un peu de cette association ? C'est toi, Céline ? Oui, avec plaisir. Donc cette association, en quelques mots, on s'appelle les Roses Rouges sur le bitume. Et finalement, le but de notre association, il est déjà contenu dans ce nom, puisque les roses rouges, ça symbolise faire éclore le partage, l'amour, la solidarité, l'ouverture aux autres. Mais le but, c'est de faire pousser ces roses rouges sur du bitume, c'est-à-dire un terreau, comme tu l'as dit avant, très dur, des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles. Et je pense que ça résume à la fois le but de notre association, mais aussi finalement le message et l'exemplarité de vie qui nous est donnée par un homme, Roger McGowan, autour de qui cette association a été fondée. Toi qui veux rien dire de spécial, qu'est-ce que tu fais dans cette association tout de même ? Alors, moi, je suis la trésorière depuis un petit peu plus d'une année. Et ce que je fais depuis plus d'années, c'est d'être vraiment, de soutenir cette cause. Et depuis une année, par contre, je suis devenue correspondante avec un prisonnier qui est effectivement au Texas. Alors, on va en parler plus amplement de cette personnalité. Donc, tu gères la tirelire. Ça veut dire que je pense que sur le site internet, on va mettre le lien et c'est toi qui vas gérer tout cela. Et les objectifs de ces finances, de ces dons que vous avez déjà, je pense, et qui, j'espère, avec cette interview, vont un petit peu grossir, ça sert à quoi ? Alors, les dons et les financements qu'on récolte, ils ont finalement, je dirais, deux usages principaux. Le premier, c'est vraiment d'aider les actions que Roger met en place au sein de la prison dans laquelle il est aujourd'hui incarcéré. Et les actions, elles sont de différentes natures. La plus grande action qui a l'air anodine en soi, et tu parlais avant d'un repas partagé, et Roger, il organise en fait au sein de la prison des repas partagés qui se font au sein des différents blocs. Donc, il faut imaginer la prison dans laquelle il est aujourd'hui, c'est 2500 prisonniers qui sont répartis dans une dizaine de blocs. Donc, ça fait à peu près 250 prisonniers par bloc. Et en fait, dans les prisons aux États-Unis, au Texas en particulier, règne en fait la politique des gangs. Et il y a vraiment un grand clivage. Les gens ne se parlent pas, c'est-à-dire qu'ils se regroupent entre eux en fonction du gang auquel ils appartiennent. Et grâce à ces repas de partage qu'on a commencé à financer, en fait, l'idée, c'est de mettre tout le monde autour de la même table pour déjà apprendre à se découvrir et en fait que derrière l'appartenance à un gang, en fait, on est des êtres humains et que finalement, on a bien plus de choses à partager que ce qu'on pense. Et puis, de fil en aiguille, c'est vraiment d'apprendre à découvrir l'autre, se connaître et vraiment passer d'un climat, je dirais, de conflit, de guerre permanente à plutôt un climat d'écoute, de tolérance les uns les autres. C'est magnifique. Maintenant, il faut qu'on rembobine un peu parce qu'on ne sait pas trop qui il est, ce monsieur. Oui, c'est juste, c'est juste. Alors, pour le faire court, parce que c'est vraiment un destin qui On a notre temps. Génial. Donc, Roger McGowan, il faut comprendre son histoire. C'est un jeune homme qui a été condamné à mort. Ça fait presque 40 ans
qu'il a été condamné à mort au Texas. Et en fait, il en est arrivé là parce que il est issu d'une famille nombreuse. C'est le 7e enfant d'une fratrie de 10. Et il est issu d'une famille très très pauvre. Il a vécu seul avec sa maman, sa grand-maman. Et en fait, lui, il était un peu le pilier de la famille. C'était, je dirais pas le père de substitution, mais il est vraiment celui qui a endossé, je dirais, le soutien qu'il apportait à sa fratrie et à sa maman. Et en fait, sa maman est tombée gravement malade et il lui a fait une promesse sur son lit de mort de prendre soin de ses frères et sœurs et notamment de son frère aîné Charles, qui était en train de prendre une pente un peu trop glissante à son goût. Et il lui a fait cette promesse sur son lit de mort en disant « Maman, je vais prendre soin de Charles ». Et il se trouve que quelques mois après le décès de leur maman, Charles a commis un braquage. Et durant ce braquage, en fait, c'était dans un bar. Et la tenancière de ce bar a été tuée par balle. Et par un concours de circonstances, c'est Roger qui a été accusé de ce crime parce qu'il y avait un faisceau d'indices. La voiture qui a été utilisée, c'est la voiture de Roger, mais qu'il avait prêtée à son cousin. Enfin bref. Donc un concours de circonstances qui font que toutes les preuves accusaient Roger. Donc à la base, il devait être condamné à mort, je présume. Oui. Donc il y a eu un procès bâclé. Et il y a eu un procès et Roger a été condamné à mort. Et il a passé 25 ans dans le couloir de la mort au Texas. Et grâce à un comité de soutien qui a été fondé par quelqu'un d'extraordinaire, Pierre Pradervan, vous le connaissez certainement. Alors Pierre Pradervan, oui, effectivement. Ouais. Voilà, et donc c'est lui qui a vraiment démarré une correspondance avec Roger quand il était dans le couloir de la mort. Et il a été tellement touché par cet être, alors au-delà de l'innocence de son cas, je dirais ça c'est presque secondaire, mais derrière l'innocence de son cas, la particularité de Roger, c'est qu'en fait, il n'a jamais accusé personne de sa situation. C'est-à-dire, oui, le procès a été injuste, oui, les preuves ont été insuffisantes, oui, l'avocat n'a peut-être pas fait bien son travail, mais il a dit, mais je suis là où je suis aujourd'hui et j'ai que 2 choix. Soit de me plaindre de mes conditions et me dire tous les jours, qu'est-ce que je fais là, c'est injuste, ça ne devrait pas se passer comme ça. Ou l'autre choix, et c'est celui qu'il a choisi, de dire je suis là où je suis aujourd'hui, qu'est-ce que la vie veut que je fasse de bon là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce couloir de la mort, entouré de tous ces êtres qui sont dans une si grande souffrance. Alors déjà, on va remercier à titre posthume Pierre Pradervan parce que finalement, quand les Valaisans ils sortent les pouces, on les retrouve jusqu'au Texas. Oui. C'est extraordinaire. Ouais. Mais ce que je trouve aussi tout aussi extraordinaire, c'est que cette personne était condamnée à mort. Aujourd'hui, elle risque d'être plus dans le couloir, mais là-dedans pour encore un bon moment. Et puis finalement, il y a une sacrée résilience puisque maintenant ça consiste à être aidant vis-à-vis des autres, d'organiser ces repas dont tu viens de me parler, Céline. Et puis j'ai le sentiment quelque part, il n'est pas tant en prison que ça s'il arrive dans sa tête à se reconstruire de cette façon-là. Oui, tout à fait. Alors, pour préciser, aujourd'hui, il est sorti du couloir de la mort grâce au travail incroyable de Pierre. Il y a eu un avocat financier. Donc aujourd'hui, il a eu son chef d'accusation a été transformé en peine de prison à vie. Mais il y a peut-être même un espoir qu'un jour il sorte. Donc voilà, sa situation est un tout petit peu différente. Mais il y a un documentaire magnifique qui a été réalisé par Nicolas Palais sur Roger McGowan. Et dans ce documentaire, si vous avez la chance de le regarder, il y a une phrase magnifique qui dit, et c'est Roger qui le dit, « Vous pouvez m'enfermer seulement si je vous donne mon consentement et je refuse de vous donner mon consentement. » Pour moi, c'est la plus grande liberté qui soit, c'est-à-dire que extérieurement, physiquement, matériellement, il est enfermé. Mais dans sa tête, il a décidé qu'il y avait une possibilité de vivre en homme libre. Et il l'a incarné du moment où il a pris cette décision. Et ce que je trouve vraiment très beau, c'est qu'aujourd'hui, non seulement il l'incarne pour sa propre vie, mais en fait, il en fait profiter d'autres personnes qui l'aident aussi à se libérer finalement d'une espèce d'une contrainte qui dit c'est pas parce que je suis derrière les murs que je suis un homme fini et que je suis définitivement limité dans ma capacité à vivre. Et voilà, moi ça m'a beaucoup... Libre dans sa tête. C'est exactement ça, ouais. Ce que chacun pourrait faire un petit peu mieux quand on compare nos situations à nous qui ne sommes pas dans une prison entre 4 murs, de se rendre compte que des fois, nous, on se fait nous propres, on est prisonniers d'un tas de choses tout en étant en dehors.
prisonnier je sais pas, il y a pas longtemps, j'ai dit à un agent, combien vous êtes payé en échange de votre cerveau? Donc, avait vraiment le sentiment que des fois, on se fait ses propres prisons par des dogmes, par des comportements, voire des esprits sectaires ou politiques. C'est quand même extraordinaire de voir que cette personne qui est au fond de son trou, on a le sentiment qu'elle voit plus de lumière. C'est exactement ça, Et je dirais là, si je fais le parallèle avec mon expérience personnelle, c'est donc Roger a tellement vécu cette liberté intérieure, et dans ses échanges avec Pierre Pradervant, qui sont d'ailleurs relatés dans un livre qui s'appelle Message de vie, qui est un très beau livre. Et donc Roger a beaucoup bénéficié de ses correspondances avec Pierre, mais aussi avec d'autres personnes. Et donc dans l'association, il a souhaité, Christina en a parlé avant, qu'on développe aussi tout un programme de correspondance pour d'autres prisonniers qui sont autour de lui aujourd'hui dans la prison. Et donc on est nombreux à avoir chacun un ou plusieurs correspondants à qui on écrit régulièrement dans la prison. Personnellement, moi j'ai 2 correspondants à qui j'écris régulièrement, et ça a un effet extrêmement bénéfique sur mon quotidien. Et c'est exactement ce que tu disais, c'est tous les jours je pense à eux. Et tous les jours, parce que je pense à eux, je me dis, mais est-ce que tu as remercié aujourd'hui pour la vie qui est la tienne ? Parce que eux, ils ont des conditions tellement plus difficiles, et en même temps, ils font de leur mieux pour rendre cette existence-là la plus profitable possible. Et toi, en fait, tu t'arranges pour te plaindre de choses dont tu pourrais tellement profiter. Donc, il y a pour moi ce premier effet-là. Et puis le deuxième effet, c'est que finalement, des fois, mes correspondants, je les trouve plus libres que moi, et ils me font un peu la leçon en disant, mais quand même, t'as pas le droit de dire ça, est-ce que tu peux avoir un autre point de vue sur les choses? Et voilà, c'est une relation qui est tellement riche, et qui est une vraie amitié, même une vraie fraternité. Marie-Claire, ma femme, vient de nous rejoindre, elle a une question à poser. Le type de relation que vous avez au niveau de l'écriture, des lettres que vous vous envoyez, c'est quel type? C'est de tout, ou c'est ciblé principalement sur justement la profondeur, la spiritualité, etc. Ou bien de tout, vous parlez de tout? Alors, on parle de tout. Et je dirais, en fait, c'est une relation qui se construit au fil des échanges. Moi, les premières lettres, on les a commencées en 2016. Et c'est vrai que, au début, il y a quand même, je dirais, certaines barrières à faire tomber, parce que, en tout cas pour moi, il n'y avait pas une évidence au départ de dire on écrit à un condamné aux États-Unis, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on entre en lien, qu'est-ce qu'on dit pas. Il y avait une forme de pudeur aussi de pas être dans un enthousiasme excessif, alors que je connaissais finalement pas suffisamment leur quotidien. Donc au début, il y a voilà cette prise de température, je le dirais comme ça. Et après, je dirais, ce qui a permis de nouer et de rentrer vraiment en profondeur dans les échanges, je dirais, c'était la confidence de nos problèmes respectifs. Moi, je suis pas là pour leur dire « tu as besoin de moi, je vais tout faire pour rendre ta vie ». C'était vraiment un jeu d'égal à égal, c'est-à-dire quelles sont mes difficultés et où est-ce que tu peux m'aider, et en échange ils ont aussi confié leurs difficultés, où est-ce que moi je pouvais les aider. Donc, et c'est ça, je pense, qui a permis de franchir des crans de profondeur dans la relation, qui font qu'aujourd'hui on se sent à travers les lettres. Des fois, j'écris et je sais que j'ai un problème que je confie pas. Et dans la réponse, il me dit je sens que tu vas pas très très bien. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on est vraiment dans un cœur à cœur très fort dans nos échanges. En ce moment, la politique américaine est un sujet, donc on en parle, mais aussi nos questions sur la foi, sur le sens de la vie, sur un tas de choses beaucoup plus intimes, on partage aussi là-dessus. Et encore une autre question, est-ce que vous avez déjà vu vos correspondants? Oui, alors moi j'ai eu cette chance, parce qu'avec l'association, on a organisé 2 séjours au Texas, le premier en 2020 et le deuxième en 2022. Et alors là, pour la petite histoire, donc déjà la rencontre était magnifique. Vraiment de se voir en face à face, même si c'est dans un parloir, même si c'était très impressionnant, on a vécu des choses d'une générosité, il y avait une chaleur humaine, un partage que j'oublierai jamais. C'est vraiment des moments qui restent gravés. Mais je dirais, l'élément très particulier, c'est que le premier voyage, on l'a fait en février 2020.
Et tout le monde peut-être se rappelle ce qui nous est arrivé en mars 2020, le confinement. Et pour moi, ça a été une expérience personnelle incroyable. Parce que quand tout le monde se plaignait de dire « oui, on est enfermé, oui ». Et moi, je sortais d'une prison et j'avais envie de dire « mais moi, j'ai vu ce que c'était d'être enfermé. On n'est pas enfermé ». Et ça va vraiment dépendre de nouveau, ce choix. Qu'est-ce qu'on décide de choisir? Est-ce qu'on décide de se plaindre et de voir uniquement les côtés restrictifs? Ou est-ce qu'on décide de dire « mais… ok, il m'arrive ça aujourd'hui, comment j'en profite ?» Et je dois dire que ça a été une date marquante pour l'intensification de nos échanges, en disant, bah voilà, aujourd'hui les gens disent qu'on est en prison, raconte-moi c'est quoi vraiment d'être en prison, pour que j'apprenne aussi à prendre de la distance sur cette folie qui était dans l'air à l'époque. Ouais. À ce moment de l'émission, on a un petit rituel. Quand vous deux, vous entendez quelqu'un dire « merci la vie », comment ça résonne en toi, Céline? Comment ça Je te résonne? poserai la même question après. Tu as de la chance, tu peux y réfléchir. Eh ben, je dirais que ça résonne très fort parce que je voudrais faire de cette phrase, je dirais, une présence plus forte dans mon quotidien. Parce que je pense que j'apprends à remercier la vie, mais je pense que je ne suis pas encore suffisamment dans la gratitude que j'aimerais avoir par rapport à la vie en général. Mais voilà, je dirais ce que ça résonne en moi, c'est merci Roger pour tout ce que tu nous as amené, merci Pierre pour le parcours et l'engagement que tu as eu, merci à tous nos correspondants pour le souci qu'ils ont de nos petites existences, et je pense que ça permet d'envisager les choses avec tellement de tolérance et de générosité. Donc, Et puis merci à Jacques Maire de faire qu'on se rencontre, oui. et que par cette rencontre, maintenant, toutes les auditrices et auditeurs de cette émission vont pouvoir en prendre connaissance et peut-être s'interactiver un petit peu. Alors, je t'ai dit tout à l'heure que j'oubliais facilement les prénoms. Donc, c'est Christina qui répond. Moi, effectivement, je fais partie de ces gens qui sont tellement dans l'agitation de mes journées que très, très, très souvent, j'oublie de remercier. Et je souhaiterais en faire une habitude pour vraiment m'en imprégner. Sauf qu'aujourd'hui, je vois bien combien c'est difficile. Mais c'est pas grave, je tente. Parce qu'effectivement, la vie a beaucoup de choses à nous offrir. Et que lorsqu'on arrive à remercier même une toute petite journée, un coin de ciel bleu, un soleil, un beau sourire, des beaux yeux qui nous regardent avec émerveillement, c'est quelque chose de fantastique déjà. Dans ces dernières 24 heures, c'est quoi l'événement qui a fait cette petite flamme, qui a créé cette petite flamme? Ce qui a créé cette petite flamme, je dirais, c'est la reconnexion que j'ai eue hier soir avec un souvenir d'un accident que j'ai eu à l'âge de mes 18 ans, et de prendre le temps de sentir combien cet accident m'a mis dans une situation difficile, mais de sentir qu'également celui qui avait provoqué cet accident était aussi très, très, très malheureux de ce qui était arrivé. Et donc de reconnecter à ce souvenir, de prendre un temps de m'y plonger, vraiment, ça m'a émerveillé et ouvert le cœur. La même question pour toi, Céline. c'est-à-dire dans les dernières 24 heures, Oui. le dernier remerciement. Oui, ce que tu ressens, le cadeau de la vie. Ouais. Alors, le cadeau de la vie, c'était ce matin, au réveil. Justement, tu parlais de Jacques Maire. Il y a une réédition du livre Message de vie qui est en train de se faire. Et Jacques Maire a généreusement proposé que l'association Les Roses Rouges sur le Bitume écrive la préface. Et donc, j'étais ce matin à 6 heures à relire la préface, le texte, et de démarrer la journée avec cette relecture du parcours de Roger, parce que finalement, on a pu décrire tout ce qui s'est passé dans la vie de Roger, notamment depuis le procès en 2012. Ça m'a réchauffé le cœur de dire, mais voilà une journée pleine de promesses, et quelle chance tu as d'avoir finalement ces êtres autour de toi qui te donnent un exemple, qui te donnent un espoir, qui te donnent une façon d'envisager la vie avec justement tellement d'amour dans le cœur. Donc j'ai passé un très bon moment à la lecture de ce texte. Ouais. Donc c'est scier nos propres barreaux pour s'en extraire et voir ça d'un tout autre angle, la vie. Exactement. Marie-Claire, puisqu'aujourd'hui tu es avec nous, merci la vie, ça évoque quoi pour toi? Alors moi, c'est chaque instant. Mais comme Christina, je suis pas toujours très attentive en fait à ça.
Mais moi, j'ai de la peine à séparer la vie de moi, en fait, de nous. J'ai l'impression qu'on est fait de la vie et que c'est comment nous, on se positionne par rapport à cette évidence qui est pour moi. Et voilà, et je trouve que c'est des cadeaux tout le temps, si je veux bien les voir. Donc on se remercie à travers la vie. Ouais, absolument. Ben voilà, ça c'est une bonne idée. Donc il y a bientôt un événement. C'est une des raisons pour laquelle je suis heureux de vous avoir aujourd'hui, que nous sommes heureux aujourd'hui de vous avoir à la maison. Qui m'en parle de cet événement ? Alors volontiers, on a la grande chance d'organiser jeudi 17 avril à Genève, à la Maison internationale des associations, une soirée solidaire. Donc une soirée de solidarité dans le but de faire connaître Roger McGowan et de récolter des fonds pour notre association. Et donc lors de cette soirée, il y aura plein de choses magnifiques, mais 2 choses en particulier. La première, c'est qu'on va pouvoir donner des informations sur la situation actuelle de Roger, qui est plutôt positive et optimiste. Donc ça va être l'occasion de partager ça. Et on aura, le deuxième cadeau, un invité très particulier, puisque on va accueillir Emilio Rodriguez. Alors Emilio Rodriguez, je vous le présente en quelques mots, c'est aussi un ancien prisonnier qui a passé 22 ans en prison. Lui, il était chef de gang dans la mafia mexicaine, donc c'est vraiment quelqu'un qui a eu une histoire très dure, une enfance très très dure. Et il se trouve que quand Roger est arrivé dans la prison dans laquelle il est aujourd'hui, il a été mis dans la cellule d'Emilio. Et c'est une histoire très très intéressante parce que Emilio, lui, il régnait un peu sur son bloc et il avait une cellule pour lui tout seul et il s'était arrangé au niveau des gardiens pour n'avoir jamais personne avec lui. Et on lui a dit non, il n'y a plus de passe, tu dois prendre Roger avec toi dans la cellule. Et en fait, ça a été un coup de foudre fraternel entre ces 2 êtres. Et Emilio raconte facilement que sa vie a changé le jour où il a rencontré Roger. Et donc, il sera là avec nous. Il fait exprès le déplacement depuis le Texas pour partager aujourd'hui sa relation avec Roger, pour partager aujourd'hui de manière extrêmement concrète ce que nous faisons au niveau de l'association, parce que lui, il est notre relais aux États-Unis. Et donc voilà, et c'est quelqu'un de très généreux au niveau de ses paroles, au niveau de son être. Donc ce sera vraiment une magnifique occasion d'entendre parler de Roger à travers Emilio qu'il a côtoyé. Donc ils étaient compagnons de cellule pendant presque 2 ans. Et depuis, ils se sont plus jamais quittés. Donc même aujourd'hui, Emilio, il est sorti de prison. Il s'appelle tous les jours avec Roger. Il se voit très régulièrement. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir rencontrer Roger, mais aussi à venir rencontrer Emilio, qui est vraiment un personnage incroyable. Chers amis, auditrices et auditeurs, donc bien évidemment, je vais mettre tous les liens nécessaires sur le podcast afin que on s'y retrouve là-bas. Hein. Alors, et puis faites-le rapidement parce que la salle contient, je crois, 200 personnes au maximum. Hein, 150 personnes, donc c'est la salle Gandhi, je suppose. Donc voilà, ne tardez pas. Je souhaite à toutes et tous le meilleur du monde. Merci encore de votre présence. Et puis on est de tout cœur avec ceux qui, surtout à l'ombre, sont pleins de lumière, et on espère que ceux qui sont en plein de lumière reconnaissent aussi qu'au-delà de leurs ombres, eh bien, ils peuvent rayonner un tas de belles choses. À tout bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Michel. Merci pour ce magnifique moment, vraiment. Et merci infiniment de cet accueil. Merci la vie. À bientôt. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.